Merci beaucoup pour cette intervention et cette proposition de coopération qui est bien entendue et on regardera comment on va travailler avec vous. En tout cas, je vois que déjà Norlink est très intéressé à échanger, à partager avec vous. On organisera ça et on verra comment agrandir les coopérations bonnes échelles. On va passer maintenant la parole à Laurent Després d'Eura Logistique qui va nous présenter sa méthodologie de massification des flux de marchandises. Ok. Vous nous entendez bien? Pas de souci? On t'entend très bien. Parfait. Donc, nous allons le faire à deux voix avec Elvina Novak qui est avec moi, qui connaît parfaitement le sujet également. Nous avons une troisième personne avec qui nous avons travaillé ce sujet au sein d'Eura Logistique, mais elle nous fait confiance sur le principe, donc on va essayer d'être très précis. Alors, on va vous expliquer une méthodologie que nous avons mis en place durant à peu près 3 années, fruit en fait d'itération, parfois d'erreurs, de recadrage. Une méthodologie qui semble relativement simple, mais qui est assez complexe à mettre en œuvre, qui nécessite du temps, qui peut donner des résultats, mais qui n'est effectivement pas si simple que cela. Et pour cela, voilà, nous avons, au bout de 2 années de travail, enclenché sur un programme européen qui s'appelle Cluster 2.0, qu'on va vous présenter. Alors, juste avant, quelques mots sur le pôle d'excellence régional Eura-Logistique. Alors, le pôle d'excellence Eura-Logistique, c'est un outil de la région de France, porté par les chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de la fédération Norlink, cofinancé par État, Europe, Région et les entreprises représentant à peu près 50% de notre budget. Alors, sur cet aspect, et donc nous sommes installés juste à l'entrée d'une plateforme multimodale qui s'appelle Delta 3, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Et donc, le projet Cluster 2.0 nous a permis en fait de travailler ce sujet de la massification des flux. Ce projet faisait à peu près 6 millions d'euros dans sa totalité. Il y avait à peu près une trentaine de participants. L'enjeu, c'est de générer finalement des collaborations entre clusters logistiques européens et grandes entreprises. Quand je dis grandes entreprises, ce pouvaient être DHL, Air Cargo ou PTV, réunissant également des universitaires, des pôles comme nous ou des ports. Je pense à Saragosse, Trelleborg, Duisbourg ou Anvers. Le budget qui incombait à notre structure, c'est environ 300 KE. Notre action était relativement claire, c'était définir cette méthodologie de massification et puis ensuite développer la communication associée à cette méthodologie avec un regard sur tout ce que l'on pouvait faire en matière d'IT pour avancer. D'autres sujets étaient traités qui étaient extrêmement intéressants également par d'autres acteurs du type les nouveaux types de conteneurs, les sous-conteneurs, des translations latérales, des systèmes d'information. Enfin bref, on a eu de quoi s'occuper pendant 3 années. Alors, ce programme s'est terminé il y a quelques mois. Par contre, la méthodologie que nous avons développée, nous allons la diffuser en région de France auprès d'acteurs professionnels, mais aussi auprès d'infrastructures multimodales. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, le principe est le suivant. Nous avons tous constaté qu'un grand nombre d'entreprises qui sont localisées les unes à côté des autres, en tout cas plus ou moins loin, sur des secteurs d'activité parfois complètement différents, se connaissent pas forcément, ne dialoguent pas forcément entre elles parce que les directeurs transport ou supply chain bougent de poste, n'ont pas forcément de lien avec leurs collègues à quelques dizaines de kilomètres de cela. Or, ils sont souvent porteurs de flux relativement massifs et qu'ils font partir par le mode routier en grande partie. C'est le cas, par exemple, d'un gros chargeur chez nous, Procter & Gamble, avec énormément de camions qui partent au quotidien vers des destinations partout en Europe. Et évidemment, ils n'ont pas la taille critique pour pouvoir occuper un train dans sa totalité. Et d'ailleurs, c'est un mode qu'ils utilisent parfois pas du tout.
parce que il se trouve que parfois ils le méconnaissent totalement, et ce qui nous étonne quand il s'agit par exemple de très très gros chargeurs. Et puis toute la difficulté, c'est d'arriver à faire que ces gens arrivent à dialoguer ensemble, arrivent à constater qu'ils ont des destinations communes et que ces destinations communes, avec des envois mutualisés sur des dates qui peuvent bien correspondre, peuvent faire sens et peuvent permettre le départ du train à condition qu'on ait un équilibre aussi financier. Et ça, il faut toujours trouver en fait un tiers de confiance, un go-between, quelqu'un qui soit un organisme neutre, qui va pouvoir récupérer les flux des différentes entreprises, faire en fait des matchings de flux et acquérir la confiance de ces différents chargeurs, tout simplement parce que quand on a les flux, on a les clients, et quand on a les clients, c'est une information assez touchy. Et alors, ce que nous avons appris, et c'est pour ça que nous avons centré notre démarche en fédérant des collectifs de chargeurs, eh bien, c'est que souvent autour de la table, des transporteurs, des opérateurs s'invitent. Et très souvent, ce qu'ils ont envie, c'est de repartir avec la carte du grand chargeur pour pouvoir lui proposer quasiment les mêmes services à chaque fois, c'est-à-dire du transport souvent routier. Et c'est justement pas l'enjeu. D'où l'intérêt pour nous d'avoir une cellule très très soudée, uniquement constituée de chargeurs, avec un go-between que nous étions pour pouvoir analyser l'ensemble de la situation. Alors évidemment, l'impact qui est intéressant en termes de massification, c'est d'augmenter les taux de remplissage sur des unités de transport, d'utiliser de manière plus significative le mode ferroviaire ou d'autres modes, on pense bien sûr au fluvial, et de facto diminuer l'empreinte CO2. Alors, on a déterminé un certain nombre d'étapes qu'on va vous présenter. Il y en a 5 que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur un petit design motion design qui est présent sur notre site, notre chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, que faut-il faire? Voilà, d'abord mener de manière individuelle ce travail de sensibilisation, et c'est pour ça que ça prend du temps, auprès de chargeurs individuels, en les amenant à leur faire comprendre qu'il peut être intéressant de se réunir avec d'autres. Créer un climat de confiance entre les différents chargeurs. La notion de neutral body, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle est juste clé. Il faut véritablement une structure désintéressée. Et on a pu constater que certaines structures jouent ce rôle, et notamment aux Pays-Bas, et que le désintérêt n'est pas forcément là, parce que ce sont des structures qui sont spécialisées dans les systèmes d'information, et évidemment les data, elles sont dans l'escarcelle de privé, on ne sait pas ce qu'elles en font. Donc il faut vraiment choisir de manière très précise ce neutral body, et qui puisse en fait suivre l'opération sur la durée. Et donc cette phase de sensibilisation des chargeurs étant terminée, on passe ensuite à la deuxième étape, qui est l'étape de collecte des data et d'analyse. Vous pouvez passer le slide suivant? Super. Voilà, donc ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, on signe un accord de confidentialité avec chacun des chargeurs, et pas les moindres, puisque c'est une nécessité. Et ensuite, le chargeur nous donne ses data, origine, destination, flux, périodicité, capacité, etc., etc. Et on récupère l'ensemble de ces flux, et via des systèmes Excel ou autres, on est amené à faire tout simplement des statistiques, des rapprochements, et se détermine par itération les destinations communes les plus significatives. À titre d'exemple, en région de France, une destination très prisée, même si elle a été compliquée à gérer ces derniers temps, c'est la destination vers les UK, puisqu'évidemment, avec le tunnel, avec les problématiques liées aux migrants, et puis récemment le Brexit, tout ça a été très très compliqué. Il n'en demeure pas moins que notre matching de flux faisait apparaître, en dehors de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne bien évidemment, une forte inclinaison potentielle d'entreprises géographiquement localisées pour pouvoir massifier des flux vers les UK. On parlera tout à l'heure de la dimension fret-retour, parce qu'elle est juste fondamentale. Et on n'avait pas forcément appréhendé ça tout au départ. Donc voilà, c'est grosso modo 6 mois de travail, 6 mois de confiance, 6 mois d'analyse, des visites et revisites des entreprises pour se mettre d'accord ensemble, puisque nous sommes animateurs et ce sont les entreprises qui décident, de la destination ou des destinations qui sont les plus potentiellement intéressantes.
Et puis, une fois qu'on a fait cette analyse, je vais laisser Elvina parler du processus de suite sur la faisabilité technique et financière. Merci beaucoup, Laurent. Je veux bien vous passer à la slide encore suivante. Je vous prie. Voilà, très bien. Dès lors que les chargeurs se sont entendus quant à la connexion la plus pertinente au vu des différents volumes et des besoins des chargeurs, il nous fallait par la suite identifier la… on ne voit plus la présentation. Vous pouvez remettre la presse? Est-ce que vous pouvez remettre? Voilà, merci beaucoup. Pour pouvoir justement mettre en œuvre cette connexion entre les deux destinations identifiées, enfin la destination identifiée, il nous fallait réfléchir à la faisabilité technique et financière. Il fallait surtout saisir les enjeux techniques liés à la connexion. Je parle bien des terminaux, du matériel à utiliser, de la traction, des wagons, des sillons, des écartements de voies, de tunnels et d'autres sujets que vous maîtrisez très bien aussi. Donc, in fine, il fallait définir la meilleure fréquence, définir le seuil de rentabilité, quel que soit le taux de remplissage. Disons que si on remplit un train à 70%, l'incidence économique ne sera pas la même que si on la remplit à 90%. Donc, ce sont tous ces sujets-là qui devaient être étudiés avec grande précision. Et pour ce faire, on a travaillé en étroite collaboration avec des experts aussi en multimodalité. C'est la force aussi de notre réseau du pôle Euralogistique. Par la suite de cette étude de faisabilité, il nous fallait évidemment visiter les terminaux concernés. Ici, Delta 3, donc les chargeurs devaient aussi prendre la mesure aussi de l'usage d'une plateforme multimodale, savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, cette faisabilité technique et financière, elle était donc nécessaire et demandée par les chargeurs. Si je peux rajouter quelque chose, Elvina, c'est vrai qu'on parlait d'un certain nombre de destinations, notamment en Angleterre, mais nous sommes allés sur place pour bien vérifier que ce qui était envisagé par les chargeurs était véritablement effectif. Et on s'est, à cette occasion, rendu compte que les terminaux, et notamment le terminal de Barking qui avait été envisagé, n'étaient pas du tout adaptés à la réalité. Et il n'y a pas photo, il faut aller sur place. Exactement. Ça sera l'objet justement de la slide suivante. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a identifié, on va dire, le seuil de rentabilité pour une connexion de A à B, il nous fallait, slide suivante, je vous prie, désolé. Voilà, il nous fallait aussi considérer la question des flux retours qu'on en avait un petit peu négligé au préalable. Voilà, on s'est confronté à ce sujet-là grâce au travail collaboratif avec les chargeurs, les consultants et l'équipe d'Euralogistique. Donc, très bien, le train pouvait être rempli au départ de Dourges, mais quid des flux retours, comme on dit en anglais, le backhauling. Donc, pour ce faire, eh bien, l'équipe Euralogistique s'est déplacée directement sur la plateforme de Barking et nous avons pu observer justement que l'infrastructure n'était peut-être pas suffisamment opérationnelle pour pouvoir répondre à une arrivée d'un train. Donc, pour ce faire, parce que bon, le marché anglais, on ne le connaissait pas suffisamment, nous avons missionné, et sous couvert bien sûr des marchés publics propres donc à la Chambre de commerce, puisque nous sommes une structure publique, nous avons missionné des consultants experts du marché anglais qui nous ont aidés à identifier une possibilité de flux afin de pouvoir remplir un train depuis le UK. Donc, comme je vous disais, et comme Laurent vous l'a dit, on a identifié que Barking n'était peut-être pas la plateforme idéale pour pouvoir répondre aux besoins des chargeurs. Donc, on a un petit peu excentré notre zone de chalandise et nous sommes un petit peu plus montés vers la zone de Daventry, qui est une plateforme tout à fait moderne qui pouvait justement répondre à cette nouvelle innovation qui est donc celle de la massification des flux ferroviaires. Slide suivante, je vous prie. Donc, bien entendu, les consultants anglais sont venus faire une restitution auprès des chargeurs ici en France. Et donc, évidemment, ça a conforté encore plus les chargeurs en France de la réalité et de la possibilité, de la faisabilité finalement de ce train. Et on a continué de confirmer le climat de confiance qu'on a essayé de maintenir et de faire grossir au fil des mois. Par la suite, très bien, on a identifié des flux allés, des flux retours, le seuil de rentabilité. Mais après, il faut le mettre en œuvre, ce train. Et pour ce faire, il faut intégrer donc les acteurs du transport,
dont les opérateurs de transport. Il s'agit bien ici d'associer les terminaux, les opérateurs ferroviaires, les 4PL. Je parle des terminaux en France, mais aussi à l'étranger. Il faut qu'il y ait une collaboration parce qu'il s'agit bien d'une démarche collaborative, entre les différents acteurs de la logistique. Donc, on a intégré ces opérateurs pour pouvoir faire une offre tout à fait cohérente avec la démarche collaborative qui est la massification des flux ferroviaires. Slide suivante, je vous prie. Très bien. Et donc, dès lors que toutes les parties prenantes ont été intégrées à la démarche de la massification, dès lors que le train pouvait être mis en œuvre, il s'agissait bien entendu de formaliser tout ça sous forme de contrat de partenariat, de modèles de partage de gains pour pouvoir justement satisfaire l'ensemble des parties prenantes pour un train massifié tendant justement à favoriser le report modal, comme vous le savez, qui fait partie des priorités de la Commission européenne pour un verdissement justement de la logistique. Voilà, et nous continuons ainsi. Donc, comme vous l'avez compris, c'est finalement quelque chose qui n'est pas du tout habituel, que des chargeurs se réunissent ensemble et qui aillent voir ensuite et les opérateurs et les plateformes pour leur proposer en fait un accompagnement. Et actuellement, donc, on développe cette même méthode autour des flux ASI. Nous travaillons sur un outil digital lié à cela. Nous faisons exactement ce même travail aussi pour un opérateur logistique et on est amené, et je conclurai par ça, à diffuser cette méthode dans les prochains mois sous la forme de séminaires à un certain nombre d'infrastructures en région de France. Désolé pour le temps, on a peut-être été un peu long. Non, mais c'est toujours passionnant. Et puis Vincent Galfucci va traduire un peu dans les faits son expérience qui est assez analogue à la méthode que tu proposes. On a une petite question. Comment tu arrives à intégrer les logisticiens ou les commissionnaires dans ces démarches-là? Alors, ces opérateurs arrivent une fois que les choses ont été calées entre chargeurs et c'est à ce moment-là qu'on se retourne vers eux pour leur demander des solutions. Pas avant, en prenant la précaution oratoire déjà de les mettre en concurrence, ce que nous avons fait tant du côté des Hauts-de-France que du côté UK. Donc, voilà, il y a un jeu serré à mettre en œuvre pour réussir. Et c'est très, très compliqué, surtout quand on a un chargeur leader, parce qu'il y a toujours un directeur supply chain qui en veut plus que les autres, c'est comme ça dans les groupes, et que justement, ce leader disparaît. Il y a une alchimie de moyen terme à réussir à maintenir et c'est assez complexe. D'accord, mais je vois que en tout cas c'est très performant et très inspirant.